quelle est la réalité de monter une tragédie grecque aujourd'hui et quelle est l'impérieuse nécessité de monter. D'abord, pour une fois pour toutes, essayer de faire comprendre, je n'ai pas eu l'outrecuidance de dire de vous faire comprendre ce qu'est le destin. Quand on parle de tragédie grecque, on parle de destin. Et c'est le destin, et vous employez, et c'est le destin. Le destin, en tout cas pour une école de mythographie à laquelle j'appartiens, il est unique. Il est le même, le vôtre et le mien. Il est celui d'Achille, celui de Clytemnestre et celui d'Oreste. Si vous préférez d'autres personnages plus importants, on peut en trouver. Est le même. Notre destin à tous, c'est de mourir. Le reste, c'est des drames. Une tragédie, c'est d'écrire un destin, c'est-à-dire d'écrire une mort, c'est-à-dire montrer que la mort est inexorable et immuable. Il y a une seule chose qui est immuable de nos jours, même si on écrit beaucoup sur Stop la mort maintenant, c'est la mort. Or, une tragédie, c'est ça. Donc une tragédie, c'est la mort. Or, pour mourir, il n'y a qu'une seule condition. Une seule. Pas 36, une. Il faut naître. Donc, la tragédie, c'est la naissance. Donc, quand vous naissez, vous entamez une tragédie puisqu'elle va inexorablement sur la mort. Et naître, c'est mourir. Donc, il faut toujours se prendre au tragique et jamais se prendre au sérieux. Il est donc indispensable d'expliquer aux jeunes gens que le destin, même dans un rapport frontal, on va en parler dans 2 minutes, même dans un rapport frontal, le destin est le même. Notre destin est le même. Ah, il y a des variations dans nos drames, dans le cours de nos petits drames, mais c'est la même chose. La deuxième chose, et je vous en parle d'autant plus facilement que je vous ai parlé du Walhalla, pour parler d'une autre mythologie, du crépuscule des dieux, c'est que l'intervention des Grecs, l'intervention des tragiques grecs, pas tous et pas toujours de la même manière, les interventions divines que vous trouvez dans les pièces les plus anciennes de Sophocle, par exemple, Ajax, où Athéna rend Ajax fou, que vous trouvez en substance chez Euripide, ne sont plus acceptables aujourd'hui. Nous ne pouvons plus monter une tragédie grecque, sauf si nous faisons de l'archéologie théâtrale, et ça arrive. Il n'y a pas longtemps, une l'Orestie à l'Odéon d'Olivier Py était une Orestie archéologique, intéressante, avec des dieux habillés en or, avec des couronnes de laurier en or, pourquoi pas, à moitié tout nu, ça c'est Olivier Py. Aujourd'hui, nous devons absolument étudier le syndrome qui peut remplacer la divinité présente, pas toujours présente chez les tragiques grecs. L'inconscient, le subconscient, la névrose, la psychose, l'industrie automobile, ce que vous voulez, ce que vous imaginerez. Mais nous ne pouvons pas travailler sur 2 choses qui n'existent pas. Dieu, en tout cas dans son intervention terrestre, si vous trouvez que Dieu est en vous, vous avez raison, ou Dieu et non. Et l'oracle. Et le fait qu'une intervention extra-humaine vous permette de lire l'avenir. Ça n'existe pas. Personne ne connaît. Si, bien sûr.
Shakespeare. Les sorcières de Macbeth, on n'a pas parlé de Macbeth ce matin? Hier? On a parlé de Macbeth hier? Ah, mais il n'était pas là. Les sorcières de Macbeth connaissent l'avenir, évidemment. Comment voulez-vous qu'elles ne connaissent pas l'avenir? Puisque Duncan a annoncé à tout le monde, il a gagné là-bas chez les Angles, au Danemark. Annoncez-lui qu'il est temps de Cawdor. Le monde entier qui a pu... Donc les sorcières aussi. Il y a 2 personnes qui ne le savent pas, Macbeth lui-même et son ami Banquo, qui sont perdus au milieu des Landes en train de revenir. Quand les sorcières rencontrent Macbeth, elles disent « Nous savons ». Et Kat, c'est la même chose. Nous savons que tu vas devenir... Alors il dit, tu sais que tu vas devenir... Moi, je vais devenir tante de Cawdor. C'est la première phrase qu'on a dite dans Macbeth. Bien sûr, tout le monde le sait. Tout le public et toutes les sorcières. C'est pas de l'avenir. Donc, vous savez que d'Antigone, chose dont je ne parle pas dans ma pièce à moi, Tirésias, et c'est dans les Didascalies, Tirésias est accompagné d'un enfant. Donc, dans l'Antigone de Sophocle, Tirésias est un enfant qui le guide. Vous savez tous que Tirésias est aveugle, parce que, ça devient de la légende. On peut en parler si vous voulez. Légende évidemment multiple, puisque ou bien c'est Héra, ou bien il a écrasé un serpent, ou bien il a dit à Héra que les hommes jouissaient plus que les femmes, ou les femmes plus que... Enfin, la légende est multiple. Tirésias, qui va pouvoir dire à Créon, et il ne va pas se priver de le dire, tu dois vite aller libérer Antigone, parce que sinon elle va mourir, il a envoyé le gamin, il suffit de lire, il a envoyé le gamin regarder par le trou de la serrure, et le gamin a dit, elle est pendue. Donc, il est venu annoncer en termes d'avenir ce qui s'était déjà passé. Connaître l'avenir, on ne connaît l'avenir, sauf quand il s'agit de météo, du fait d'avoir oublié de faire ses lacets, on dit attention, tu vas te casser la gueule. Oui, on connaît l'avenir. Il y a des chances que ça arrive. Connaître l'avenir, ça n'existe que de manière empirique, mais pas par intervention divine. Donc, en sortant et en relisant, quand je dis remplaçant, ce n'est pas juste, en relisant ces phénomènes qui ne sont pas humains, d'Édipe au Bacchante. Je parle de notion de temps. Pourquoi Édipe? Parce que c'est bien antérieur à la guerre de Troie et les Bacchantes, c'est postérieur. En relisant, en réanalysant les interventions divines et les interventions d'avenir, nous devons trouver des éléments contemporains, ou en tout cas qui nous touchent, ou qui sont plausibles, ou réels, de relire la tragédie grecque. Voilà ce que je voulais vous en dire. Il ne restait plus qu'à monter l'Orestie. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Alain Germain, mais plus personne, en Belgique en tout cas, pour une tragédie grecque, n'a les possibilités de financer une Orestie. Reste la marionnette. Un marionnettiste, ça coûte quand même beaucoup moins cher que 6 acteurs. Nous avons donc, avec une marionnettiste d'esthète qui n'avait pas de pratique de marionnette, elle était styliste, elle faisait des costumes. Nous avons monté une Orestie avec tous les interdits possibles. Tout. Marionnette, on a joué en 360. Interdit. Les marionnettistes m'ont agonie. Comment peut-on ne pas faire de la marionnette de manière frontale? Déjà, la tragédie grecque, ça se fait plus fréquemment, mais la marionnette. Donc, nous avons monté la marionnette en 360. Un comédien et une multitude de marionnettes avec 4 montreurs, 4 porteurs, qui avaient leur voix dans un haut-parleur, comme ça. Et alors, les gens
On a joué 70 fois, c'était très lourd. Avec le public de part et d'autre, donc le public servait aussi en même temps que les marionnettes et les gens se voyaient face à face, c'était ahurissant. Et le bel exercice, quand vous voulez, c'est de transformer le cœur en dialogue. Mais destiné au cœur, destiné au personnage du cœur. Vous savez que les cœurs sont assez différents. Vous savez qu'un cœur est homogène. Hein. En Grèce, c'est obligatoire. Le cœur est homogène pour plein de raisons. On peut les développer si vous voulez. Le cœur, donc, il faudrait trouver un type d'homogénéité de lieu, de temps, d'espace et de langue qui permettent de réécrire tous les cœurs en termes, passez-moi l'expression, d'entracte. C'est à peu près ça, le Stasimon, hein, puisque vous savez qu'il y avait 1 et 3 comédiens, il fallait qu'ils changent aussi les acteurs grecs. Donc il y avait plus de 1 ou 3 rôles. Donc ils allaient changer de costume et changer de masque. On les reconnaissait. Et c'est un exercice magnifique. Que cette écriture, c'est un exercice pour les étudiants en théâtre, pas facile, mais un exercice magnifique, un exercice en écriture qui est modèle. D'abord parce qu'il faut avoir lu la tragédie, deuxièmement parce qu'il faut avoir une entrée dramaturgique et une entrée mythologique, c'est-à-dire un rapport de temps entre la légende qui est bien antérieure. Alors je voulais vous dire, mais c'est le travail de thèse. La mythologie, ça s'écrit à l'envers. Hein. Évidemment, il y a des légendes archétypales, mais nous les connaissons bien. Bereshit, vous savez, ça a été écrit en même temps. Le Tanakh, l'Ancien Testament, c'est en même temps que l'Iliade. On n'est pas à 50 ans près à ce moment-là. Alors, Bereshit, c'est en en-tête. Ça ne veut pas dire au début. Vous ne pouvez pas traduire les premiers mots de l'Ancien Testament par au début, au commencement. Parce que, ou bien vous ne serez pas d'accord avec moi, c'est votre droit le plus strict, mais vous devez reconnaître avec moi, ou alors c'est un bel exercice pour les étudiants en théâtre et pour les autres, que tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui a un début a une fin. Donc le livre saint, par excellence, le livre, le Tanakh, la Torah si vous préférez, la Genèse si le cœur vous en dit, commence par Bereshit. Bereshit, ça ne veut pas vouloir dire au début, puisqu'il est abracadabrant qu'il y ait une fin. Maintenant, on peut discuter de savoir s'il est créé, incréé. Les remous qui agitent autour du Coran viennent de là. Donc, avant le début, il y avait quelque chose. Donc, c'est un non-sens. Donc, Bereshit, c'est un apax qu'on peut traduire pour l'instant, pas moi, pour l'instant, dont la meilleure traduction est en en-tête. Nous savons bien, les livres le disent, c'est pas parce que c'est écrit dans les livres que c'est vrai, les livres le disent, qu'avant qu'il y ait quelque chose, il n'y avait pas rien. C'est Dominique qui a dit tout à l'heure, ce n'est pas moi. Je ne pouvais pas ne pas le noter. C'est une phrase magnifique. Dans une description de ce qu'est, même pas un acteur, de ce qu'est un rôle, cette phrase est magnifique. Je vous conseille à tous et à toutes, de l'écrire au frontispice de vos agendas. Ce n'est pas moi. Eh bien, moi, je vous dis qu'avant le début, il n'y avait pas rien. Et il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Nous parlons de mythologie grecque. Homère, vers 240, donne une création du monde qui est bien différente de celle d'Hésiode, qui parle de la séparation de Zeus et d'Héra, qui se sont disputés. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est Héra qui raconte. De je ne sais plus qui, de Gaïa, non, je ne sais plus qui.
deux divinités d'eau. Donc ça doit être l'identité d'Amphitrite et du Poséidon archaïque. Amphitrite étant la première divinité marine, archaïque, de chez archaïque, et qui dit, comme ils sont disputés, l'un, le dieu mâle, entoure la terre d'eau, les océans. Vous voyez que la terre est ronde, c'est pas Christophe Colomb. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que le bouclier d'Achille représente l'univers rond, qui a été fait par Héphaïstos, le moteur de Vulcain de notre ami Alain. C'est ça. Donc ça a été fait par Héphaïstos à la demande de sa mère après que son bouclier ait été fauché par Hector. Ah, la mythologie. 3, 3, 3.